du conseil d'administration et le reste des actionnaires seront obligés aussi de nommer ou bien d'élire quelqu'un pour représenter l'actionnaire minoritaire au niveau du conseil d'administration. Une question par rapport à cela, Yassine Merzougi. La signature de la reprise de presque de la totalité des actions de la GSK, la signature s'est faite avant une audit. Personne ne connaît la situation financière de la GSK. Enfin, je pense que c'est la première nationale AD. Une entreprise qui reprend une autre entreprise sans connaître sa réalité financière. Bon, avant de parler de Tchouka Hadita, qui est dans la GSK, on a eu personnellement, j'ai accompagné la transition qui a été faite, l'acquisition par l'ENTP des actifs de Tassili au niveau de Sonatrach. Ça a été pénible. Heureusement que les deux sociétés disposaient de cadres vraiment valables qui pouvaient régler ce problème. Mais la suite, Soussou, Boulhabib, ça a été pénible. Les procès, des procédures contre le club, les membres fondateurs du club contre le club. Bon, tchik-tchouk. Mobilis, maintenant, ils sont conscients de la chose. Ils sont conscients et ils ont une bonne équipe d'audit. Donc, je pense qu'ils vont réussir l'opération en quelques semaines. Je pense 4 à 5 semaines. Tel que je connais la gestion de la JSK. Mais à la GSK, enfin, c'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de dettes. Comment ça va se faire tout ça? On parle de dette quand il s'agit d'une entreprise structurée, qui a une comptabilité saine, même s'il y a des dettes. Il y a des pays entiers qui sont endettés. Mais la comptabilité, ben non. J'ai essayé de revenir à la comptabilité de la JSK depuis 2010. Depuis 2010, donc, j'ai essayé de faire un tableau pour remonter à la comptabilité du club. Ça, je ne l'ai jamais vu dans la gestion d'un club. Je ne sais pas, il ne faut pas accuser les gens gratuitement, peut-être que les conditions dans lesquelles ils travaillaient étaient difficiles. Donc c'est un club qui a démarré en 2010 avec un capital d'1 million de dinars. Ils ont fini l'année fiscale avec moins 117 dinars. Bon, un petit déficit de rien du tout. L'année suivante, la JSK, en 2011, a réalisé quand même un bénéfice avec 4 136 000 dinars. Donc, mléha. Les problèmes de la JSK ont commencé en 2012. En 2012, ils ont réalisé un chiffre, ils ont obtenu des subventions diverses et tout, de l'ordre de 104 millions de dinars. 10 ملاير و400 millions. Et ils ont fini la saison avec un net de 137 millions. Ils ont un déficit de 13 milliards 700 millions. Au cours de la même année 2012, ils ont acquis un terrain évalué à 751 millions de dinars. 75 milliards ou 100 millions. Ok. الحاجة اللي شفتها نعرفوها l'immobilier, tout ce qui est en Algérie, en l'espace de quelques années, la valeur augmente. Oui. Le terrain,
qui valait 751 millions de dinars en 2014. Il n'a pas changé. Depuis son acquisition en 2012, n'a pas changé de valeur. C'est la même valeur. Oui. Mais quand il a été réévalué, c'est quelle année? C'est en 2016. La valeur du terrain descend à 697 millions. C'est-à-dire la valeur où l'Algérie قاعد تطلع في تيزي وزو l'immobilier يهبط. Pour la même superficie. Pour la même. Donc, كما قلت لكم, les problèmes de la JSK ont commencé à partir de l'année 2012. 2013, سلكوا راسهم شوية. Ils ont fini avec un bénéfice de 42 millions. Et 2014, un déficit de 51 millions, c'est-à-dire 5 milliards 100 millions. 2015, 81 millions de déficit. 2016, ils ont fini avec un déficit de 297 millions, avec une charge du personnel de l'ordre de 65 millions. يعني 6 ملاير salaire نتاع les joueurs et l'effectif l'autre. En 2017, les charges du personnel passent à 507 milliards. يعني en 2017, JSK خلصت 50 مليار salaire. هذه مشينا نقولوا. هذه c'est les déclarations des responsables de la JSK à l'administration fiscale. J'ai rien inventé. رفدت واش يديروا comme déclaration au fisc. Et à un moment donné, وجعني قلبي. J'ai arrêté de compter. Et j'imagine ربي يكون معاهم les cadres de Mobilis pour trouver la solution à tout ça. Donc, d'après mes comptes personnels, ma petite comptabilité, je vois que Mobilis va dépenser beaucoup d'argent pour sauver le club. Mais c'est un club qui mérite quand même d'être sauvé. C'est le club le plus titré des clubs algériens. Pour nous, il faut sauver la GSK. Oui, s'il n'y a pas intervention d'une entreprise étatique, personne n'est en mesure de sauver la JSK. هذه واحد ما يقولها. Aucun investisseur, c'est comme une entreprise qui est déjà déficitaire et endettée. C'est-à-dire qu'un investisseur, il vient pour apporter de l'argent frais et commencer à fructifier son argent. Mais s'il se retrouve avec un déficit doublé d'une dette colossale que personne ne connaît, اللي يجي يقول لك انا نسال الجي اس كا سي كوم تو لي كلوب. واحد اخرين ثاني كيف ارواح عطينا 300 مليون باش نسلكوا الحاله وتبقى تسال. دونك سي Juste une question, est-ce que le cas de la GSK, ce n'est pas un cas d'école pour revoir toute la gestion du club, surtout le football? C'est un secteur budgétivore. شو نحكي لك الاكسبيريونس بيرسونيل نتاعي. بدينا في حكايه سي اس اي تو. On se retrouve avec des gens qui attaquent l'entreprise, enfin le club CSC. يقولوا نسالوا 18 مليار. T'imagines? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette dette, mais quand même colossal. واش ديتو championnat d'Afrique, ديتو Champions League, واش. Et c'est ça le passage vers le professionnalisme. المولودية شحال من بروسي عندهم. Donc tous les clubs sont passés par des phases difficiles et des dépenses exagérées. Et c'est pour ça que la dette a été échelonnée sur plusieurs années. Donc pour le cas de la JSK, je pense que c'est comme tous les clubs ambitieux qui ont un public qui exerce une pression énorme pour ramener des titres, être toujours dans le podium, plutôt sur le podium, c'est pas facile. Donc ça incite les gens à dépenser énormément d'argent pour essayer de ramener des techniciens de qualité, un bon entraîneur, de bons joueurs et tout.
Et la dette s'accumule, s'accumule. À un moment donné, personne ne peut subir le... Donc, je pense que Mobilis est l'entreprise idéale pour sauver la situation de la JSK. Nous souhaitons aussi que la JSK ne sera pas reléguée. Une autre question sur Mobilis. Ça me rappelle la saison 2014-2015. De la JSK? Non, non. Je fais toujours le parallèle entre le CSC et la JSK. CS Constantine, oui. Il y avait un slogan, tu as les supporters, tu as CSC عندنا في قسنطينة. Il disait, CSC تاه انت مهبول. C'est impensable. C'est impensable. Et j'ai le même sentiment pour la JSK. On a vécu des moments extrêmement difficiles à Constantine. La saison a été sauvée. L'année d'après, le CSC a repris le chemin des titres. Il a obtenu le titre de champion d'Algérie. Donc, c'est le même sentiment que j'éprouve pour la JSK. Je pense que cette année sera très difficile pour remonter la pente, mais je suis sûr qu'à l'avenir, la JSK va reprendre le chemin des titres. C'est ce que nous souhaitons. Juste une chose. Moi, je voudrais comprendre sur le plan de la stratégie. Qu'est-ce qui fait qu'un opérateur téléphonique, même s'il a beaucoup d'argent, décide à un moment de reprendre un club? Ça doit répondre à une stratégie. C'est-à-dire, c'est vrai que le club est prestigieux, mais le prestige est quasiment égal aux problèmes d'endettement, de problèmes de financement, de problèmes même de leadership au sein de ce club. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les dirigeants de Mobilis vont dire « D'accord, on a un club, on va mettre de l'argent, on va le récupérer, il va avoir plus de valeur. Peut-être qu'il y a un stade aussi qui pourra devenir après par la suite Mobilis Arena, ou là, je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler. » Donc, nous, en tant que gestionnaire d'un opérateur téléphonique, pour nous, c'est un bon coup à jouer. Est-ce que c'est réfléchi comme ça ou alors est-ce que c'est... Il y a des études qui ont été réalisées sur ça. C'est qu'il y a déjà, au sein de la société tunisienne, et ça remonte à très longtemps déjà, une forme de xénophobie envers les personnes, de violence envers les personnes noires. Mais là, ce qui est en train de se passer actuellement... Mais c'est effrayant, les images. Les images que l'on voit. C'est-à-dire la masse de migrants. Moi-même, j'ai vu une vidéo, j'étais effrayé. Il y a beaucoup de montages, il y a beaucoup de fausses vidéos. Là, maintenant, il faut comprendre une chose. Ça, on l'a vu avec les Marocains qui tabassaient les migrants. Alors, c'était affreux. Justement, ce qui est étonnant, c'est que ça touche même des personnes qui sont en toute légalité installées en Tunisie, c'est-à-dire qui ont... Donc c'est une chasse à l'homme. Là, maintenant, on assiste à une véritable chasse à l'homme. Et même, ça touche même des Tunisiens noirs, de couleur noire, donc des familles qui sont tunisiennes, des personnes qui sont tunisiennes. Et là, ça devient très, très dangereux. Ça, parce que, en fait, on a quand même... Ce n'est pas dans un discours que le président l'a dit, on peut dire qu'il a fait une bourde, Ma'dèche. Non, c'est quelque chose qui est vraiment pensé au plus haut niveau de l'État. Et ça a le racisme, c'est un délit, ce n'est pas une opinion. Non, je veux dire pas dans le sens... Peut-être que un dirigeant peut, comme Chirac l'a dit à un certain moment, le bruit, les odeurs, des choses comme ça. Non, là, c'est un conseil de sécurité qui a été organisé et qui a été sanctionné par un communiqué officiel. C'est une position officielle. C'est une position officielle. Disant, voilà, nous, il y a un plan qui vise la stabilité de la Tunisie et par une logique de grand remplacement. Oui, et alors que nous sommes, excuse-moi, nous sommes arabo-musulmans. Sauf que nous sommes quand même face à un pays qui a donné nous sommes africains aussi. Le nom à tout un continent, c'est-à-dire l'Ifriqiya, l'Afrique, c'est-à-dire où les gens sont africains. Yassine, la Tunisie qui dérape dans le racisme? Non, pas à ce point. Non, vu la masse, les Marocains, ils ont fait pire.
Ah oui. Voilà. Ah oui, 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 non, oui, non, on c'était- n'est pas en train de comparer. C'était ou là. insupportable à voir. Non, non, on n'est pas en train de comparer, Mais de dire... il y a des nations qui sont faites comme ça. Ils خافوا. شوف حنا يجي في l'autoroute مريح يطلب يبيع Non, الاخر. moi, je connais un ami médecin qui a demandé officiellement à ce qu'on prenne en charge sur le plan sanitaire d'immigrants. Non, Oui, mais mais- c'est... Attends, il n'y a pas que ça. La loi Notamment lors du algérienne, de la la crise loi du Covid. algérienne, là, pour établir un fait, la loi algérienne oblige tout médecin ou tout établissement public de santé à prendre en charge n'importe quel être humain, quel que soit. Et je vais te dire autre chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des personnes, des subsahariens, qui viennent en Algérie et qui sont soignés gratuitement, qui ont leur trithérapie lorsqu'ils sont sidéens, qui ont leur accès à la prise en charge lorsqu'ils sont diabétiques, etc. Pour ça, sur ce plan, l'éducation et la santé en Algérie est ouverte à toute personne qui est sur le territoire algérien. Oui, mais même la présidente du Croissant Rouge a déclaré avoir pris en charge 30 000 migrants. Donc, ce n'est pas la même situation. L'Algérie est un pays ouvert, mais il y a quand même des nations comme ça. Même en Europe, on prend certains pays qui n'acceptent pas. La société n'accepte pas. Yassine, oui, tout à fait. Il y a des Mais conditions. Pardon. Quand c'est perçu comme une menace, là, on ouvre la voie à tout. Mais on n'a pas le droit de verser dans l'extrême droite. Pas l'extrême droite. Quand il y a une menace, des fois, c'est le djihad, la lutte anti-acridienne. L'Algérie fait beaucoup d'efforts dans ce sens par peur de cette menace. On ne parle pas de l'être humain seulement. Les subsahariens, les personnes qui viennent des pays subsahariens, viennent dans le nord de l'Afrique, c'est-à-dire les 4 pays, donc Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, pour ensuite aller vers l'Europe. Ce n'est qu'une zone de passage. C'est perçu En comme plus, étant ces comme gens ça. ne viennent pas par gaieté de cœur, ils fuient la misère. Souvent, c'est le même cas pour les haragas algériens, tunisiens, marocains, qui partent vers l'Europe. C'est exactement la même chose. En Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affaire à quoi? Ils ont affaire au même sentiment. Un Tunisien qui est lui-même raciste, qui a un comportement raciste en Tunisie, va lui-même, s'il part en Italie, il va se retrouver confronté à la même chose. Donc c'est ça qui est quand même problématique. Absolument. Enfin, nous souhaitons que la situation ne va pas évoluer vers le pire en Tunisie, parce que, à entendre tout ça... Yassine Merzougui, il y aura du nouveau sur e-bourse. Ah oui, oui. Ah mais Golo. Non, mais c'est Golo. Gallo. Enfin, Gallo. Non. Moi, je suis là, c'est pour poser des questions sur l'actualité. Oui, donc c'est notre ami Tariq Hafid qui va prendre la direction de la rédaction. Je lui souhaite beaucoup de réussite. Merci. أنا كنت دائما نقول له le grand journaliste. À chaque fois, يحشمني هكذا. Non, non, C'est un compliment, c'est la journée internationale du compliment. Hein. non, il a capitalisé une expérience, notamment dans les sujets pointus, où il faut beaucoup de concentration. Et comme on est spécialisé dans l'économie, il y a toujours un traitement des chiffres, traitement des informations, le background de chaque chose. J'espère qu'il va réussir, parce qu'on ambitionne quelque chose d'important pour l'avenir. Je lui souhaite toute la réussite. Oui, moi je vais le seconder Exactement. à e-bourse. Enfin, Tariq, des ambitions à e-bourse. Les ambitions, déjà, je pense que c'est déjà un média qui est important, puisqu'il s'est positionné comme étant un média économique francophone dans un pays où, dans l'espace médiatique algérien, il n'y a pas vraiment beaucoup de médias qui sont dans C'est cette spécialité. axe. Donc c'est vraiment spécialisé. Il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses à faire.
Et je pense qu'on peut faire effectivement de belles choses à travers e-bourse, autant sur la version papier que sur la version électronique, et développer même certainement d'autres supports en Alors, j'ai partenariat. posé cette question parce qu'on voit que beaucoup de journaux ferment. Malheureusement. Mais je pense qu'il y a un gros problème. Si on peut juste dire deux mots. On est passé par une période où il y a eu création énormément de médias, c'est-à-dire essentiellement papier à l'époque. Ceux qui ont pu comprendre qu'il fallait aller vers le digital, peut-être qu'ils vont réussir. On a, c'est vrai, une problématique de modèle économique en Algérie. Donc, il faut essayer de trouver des solutions pour pouvoir vivre. Maintenant, le problème, il est où? Le problème, c'est chaque année, ces milliers de journalistes, d'étudiants qui ont fait journalisme et qui se retrouvent sur le marché du travail. Est-ce que nous avons, au sein de la presse, au sein du marché de la presse, la capacité d'absorber autant de personnes? Ou alors, est-ce qu'il faut dire, voilà, à partir de la prochaine année universitaire, on va former moins de journalistes pour se retrouver dans 3 ans ou 4 ans avec, c'est-à-dire un nombre, c'est-à-dire qu'il soit gérable, que la situation soit gérable. Sinon, on est en train de former des gens qui finalement vont se retrouver au chômage, alors que beaucoup veulent faire du journalisme. Ici, une autre question, puisqu'il y a beaucoup de journaux qui ferment, faute de publicité, faute d'aide de l'État. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'une époque à toute cette presse qui a servi il y a quelques années? شوف سعيد بوتفليقة وصحابو أخوه. Bon, qui يقول صحابو, il y a eu création de journaux inutiles. C'était un acte de présence, c'est juste pour bénéficier de l'aide de l'État. Mais il y avait aussi... Enfin, mais c'est une aide qui se chiffre à des milliards. Hein, c'est pas... Peu importe, peu importe. Chaque pays a son propre mécanisme d'aide aux médias. Chaque pays fait ça. Mais le problème, est-ce que c'est utile de créer autant de journaux? Bien, c'est juste un gaspillage de temps et d'argent. Moi, je vois des CV de journalistes. J'ai fait un stage de 6 mois dans tel média. J'ai fait un stage de 8 mois dans tel média. Avec toute cette aide, ils n'aidaient pas les journalistes à se stabiliser. J'ai beau caractère Même pas les stagiaire. former. Même pas. Même pas, effectivement. Même pas. Déjà, notamment en audiovisuel. واحد ماستر 2 يجي يقول لك انا حبيت ندير ان ايميسيون تيليفيزي. اوكي مرحبا. شحال فيها لا دوري؟ يقول لك ساعه. سي با نورمال. Ils ont des masters 2, ils connaissent même pas C'est pas les normes. Hein. les normes. 13, 26, 52. Ça, c'est basique. Et à leur sortie, l'université, ils font des stages pratiques un peu partout, mais il n'y a pas de formation. On dit stage pratique, mais ça s'arrête là. Donc, j'espère que Tarek va travailler avec son équipe, le noyau dur, et former. Parce que on a oublié les normes de l'information. Les normes de l'information, on les a oubliées. Bon, ces 2 ou 3 dernières années, je prends beaucoup de temps dans l'activité média. J'ai abandonné pas mal d'activités. Je fais le constat. Donc, on a besoin de se ressourcer un peu partout. Maintenant, il y a des jeunes aussi qui se sont lancés dans la presse électronique, dans la monétisation. C'est-à-dire, il y a de l'argent qu'on peut récupérer de l'étranger. Il y a des jeunes qui ont fait des projets ici en Algérie et qui ne vivent que de Google AdSense. Et c'est beaucoup d'argent. Je vous donne un exemple. Un seul article sur e-bourse nous a ramené 12 000 euros. Et quel article?
Et Quel article, quel article. Donc, il y a un environnement nouveau, il faut savoir juste s'adapter. هذا ما كان. Merci beaucoup, merci à vous deux. C'est un sujet très important qu'on va aborder. Bah, on aura l'occasion de On aura l'occasion de l'aborder avec plus de détails et plus de commentaires. C'est la fin de notre émission. Nous vous remercions. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine.